Donc bonjour, Edine Aristegui, merci de nous recevoir, de recevoir la voix des animaux. Vous êtes, en charge de la protection animale, au sein de la municipalité de Montpellier. Est-ce que vous pouvez, nous parler un peu de vous et de votre, parcours, pour la protection des animaux? Oui, bonjour et merci de me recevoir. Effectivement, je suis élu du Parti animaliste à Montpellier, adjoint du maire délégué au bien-être animal. Alors, j'ai commencé dans le milieu il y a à peu près une bonne dizaine d'années en tant que militant dans des associations antispécistes et faisant la promotion du véganisme. Donc, c'était notamment le droit des animaux sud. Et puis, bon, voilà, j'ai été bénévole ou militant dans différentes associations. Lors de la création du Parti animaliste en 2017, j'ai de suite rejoint le parti. J'ai occupé différentes fonctions. Donc, j'ai été secrétaire régional pour la région sud-ouest, donc de Montpellier à Bordeaux. Ensuite, j'ai été membre du bureau national en tant que coprésident du Parti animaliste. Et j'ai été candidat aux différentes élections. Donc, c'était les législatives de 2017, puis les sénatoriales. On avait présenté une liste à Paris, une liste aussi aux européennes, et enfin la liste aux dernières municipales, pendant lesquelles voilà, on a eu la chance d'être élu à Montpellier dans le cadre d'une alliance. D'accord. Et donc vous avez eu le courage d'interdire, la chasse dans les forêts communales de Montpellier. Pouvez-vous nous raconter comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des détracteurs? Est-ce que le maire était, sensibilisé déjà à la chose? Alors, effectivement, il y a eu des détracteurs. Nous, dès que nous sommes arrivés, ça faisait partie des mesures en fait qu'on envisageait, hein, dans le cadre des élections. Avec mes collègues élus, donc de la majorité, notamment Coralie Mention qui est élu à l'urbanisme, et le maire, bien évidemment, qui valide toutes les mesures de toute façon. Effectivement, on a décidé de résilier ces conventions d'autorisation de chasse sur les terrains municipaux. Euh, alors, on a eu des détracteurs, bien évidemment, mais nous étions déterminés. Il faut savoir que la chasse sur ces terrains, alors, on est dans une métropole, hein, donc ce sont des terrains qui sont quand même réduits. En tout et pour tout, ça concerne une centaine d'hectares. Euh, D'accord. Ça concernait de la chasse de petits animaux, des lapins, des oiseaux, dont une bonne partie était achetée par les chasseurs dans des élevages pour être relâchés et servir de cible vivante. Mmh, mmh, mmh. Ça n'est pas acceptable. Aujourd'hui, on nous parle de régulation, mais bon, voilà, hein, on le sait, hein, le lobby de la chasse est le premier responsable de la surpopulation de certaines espèces. On le voit là avec les petits animaux, mais ça a été aussi le cas avec les sangliers, par exemple, quand ils avaient, dans les années 70, euh, quand ils avaient croisé des cochons avec des sangliers pour faire ce qu'on appelle le cochonglier. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais voilà, la faute à la base, ce sont les chasseurs qui continuent de les nourrir et de les abreuver. D'ailleurs, j'étais allé filmer avec le docteur Pierre Jouventin, qui était directeur de recherche au CNRS, Oui. des installations autour de Montpellier. On avait fait une vidéo que j'ai publiée sur mon compte YouTube. Voilà, ils avaient coupé des pans de garrigue pour pousser des plantes fourragères. Ils avaient mis des bidons pour abreuver les sangliers. Enfin, tout est mis en place pour que les animaux se reproduisent. Voilà, au-delà de la partie chasse pour les animaux, c'était aussi de toute façon important pour la sécurité publique, parce qu'on le sait, ces dernières années, il y a quand même eu plus de 400 morts à cause de la chasse. On a des balles qui arrivent dans les maisons, qui blessent les promeneurs, les gens qui sont en vélo. En fait, c'est une mesure qui est du bon sens enfin, tous les maires devraient prendre cette décision, en fait. C'est assez simple à justifier. Voilà. Mmh mh. Oui et ça a influencé d'autres communes, vous savez? Alors moi, effectivement, il y a plusieurs communes qui m'ont contacté parce qu'ils voulaient reproduire cette mesure. Donc après,
nous, ça a fait quand même beaucoup de bruit parce on l'a médiatisé, on l'a diffusé. Donc, on a eu beaucoup de contestations. Et les élus qui m'ont contacté voulaient éviter cette contestation, ces oppositions publiques. Donc, ils m'ont demandé des conseils. Je leur ai donné des conseils sur nous, comment on l'a mis en place, mais les situations sont différentes selon les localités. Donc, je les ai aussi redirigés vers l'ASPAS, qui a un pôle juridique et qui a pu les conseiller également. Voilà, donc effectivement, certains ont voulu le reproduire, mais ça n'a pas forcément été médiatisé. D'accord, d'accord. Et, et les arguments des chasseurs, à l'heure actuelle, j'ai vu qu'ils disaient qu'il y allait avoir une prolifération de sangliers. Alors c'est vrai qu'ils se rapprochent de plus en plus des villes, mais parce qu'on empiète sur leur territoire aussi. Est-ce que vous avez un bilan au niveau des sangliers? Est-ce qu'il y en a plus ou moins ou, Alors il y en avait pas à l'époque, il y avait que des lapins et des oiseaux dans ces forêts, ou il y avait quand même le passage des sangliers? Alors là, les 100 hectares qui concernent les conventions que nous avons résiliées, ce ne sont pas vraiment des forêts, on va dire que ce sont plus Des des terrains parcs, ou? naturels, voilà. Mais donc, non, il n'y avait pas forcément des sangliers à ce niveau-là. Donc, en fait, l'impact de la résiliation des conventions est nul sur la reproduction ou sur le nombre de sangliers, puisque de toute façon, voilà, en plus, ce n'était pas de la chasse de sangliers. Donc, ça n'a pas eu d'impact sur le nombre de sangliers. Mmh mh. Maintenant, il faut quand même admettre qu'il y a une surpopulation de sangliers de manière générale, mais les raisons, c'est celles que j'ai exposées, c'est le fait que les chasseurs aient fait des reproductions, des croisements pour que les animaux se reproduisent davantage, Et les nourrices. et ils les nourrissent, ils les abreuvent, ça permet qu'ils se sédentarisent et qu'également ils se reproduisent toute l'année. Donc, voilà, on le voit aussi, il y a eu des tracts de sociétés de chasse, de fédérations qui montrent, qui disent ne tirez pas sur les laits parce qu'elles se reproduisent. Enfin, voilà, on voit bien la volonté des chasseurs qui n'est pas une réelle volonté de régulation. De toute façon, le président des chasseurs, Willy Schren, l'avait dit qu'en fait, ça n'intéressait pas lui la régulation, c'était le plaisir et l'acte de tuer. Donc, voilà, après, nous, au parti animaliste, on pense qu'il y a d'autres mesures. En fait, déjà, il faudrait enlever toute cette gestion de régulation des animaux et de comptage des animaux, le retirer voilà, retirer cette prérogative des chasseurs et la confier à des scientifiques indépendants qui pourraient compter combien il y a d'animaux réellement. Et on aurait, je pense, des données plus fiables. Et après, il y a d'autres méthodes qui peuvent être mises en place. Notamment, il y a un vaccin qui a été créé en Espagne pour stériliser les sangliers. Donc, il faudrait que Ah l'État ouais? finance, ouais, donc il faudrait que l'État finance des expérimentations de stérilisation de sangliers. Après, il y a des barrières aussi qui sont efficaces pour tout ce qui est culture. Effectivement, il faut mettre des barrières, des clôtures qui soient solides, Mmh. mais il y en a qui fonctionnent. Donc, Le et loup? puis, Il y a le pardon? loup? Le loup, le prédateur naturel? Voilà, effectivement, on voit qu'il y a Réintroduction. des loups. Tout à fait, il y a des loups qui ont été malheureusement tués. Et il y a eu des analyses justement de leur estomac, ils ont retrouvé des poils de sanglier. Donc ça montre bien que les prédateurs également peuvent réguler. Donc il y a tout un tas de mesures qu'on pourrait mettre en place qui pourraient réguler les sangliers plutôt que de donner un blanc-seing aux chasseurs qui sont jugés partis. Et donc voilà, on le voit, la situation ne s'améliore pas. Au contraire, elle ne fait qu'empirer. Donc voilà, il y aurait des mesures à mettre en place, mais on a un gouvernement qui est très très proche du lobby de la chasse et malheureusement, je ne pense pas que ça changera avec ce gouvernement-là. Oui, surtout que pour la stérilisation, à l'heure actuelle, même des sangliers qui sont, qui sont, un peu amis avec l'homme, on va dire, donc qui se nourrissent sur les parkings des écoles, ou enfin, voilà, et qui sont très proches de l'homme, il n'est pas possible de les stériliser, à l'heure actuelle dans la loi. Du moment qu'ils sont sauvages, on ne peut pas les stériliser, donc il faudrait vraiment que la loi change complètement avec, cette histoire de vaccin. C'est ça, il faudrait qu'il y ait des expérimentations de toute façon qui soient mises en place parce que le vaccin permet de les stériliser. Après,
la difficulté, effectivement, ça va être déjà de les capturer. Il faut que le cadre législatif le permette. Alors, il y a déjà des expérimentations qui sont autorisées, hein, notamment, il y a les chercheurs font des suivis de population pour voir un petit peu les dynamiques. Est-ce qu'elles sont sédentaires ou est-ce qu'elles partent dans d'autres régions? Donc, il y a déjà des dérogations qui permettent aux scientifiques de faire leurs recherches. Donc, il faudrait mais il faudrait surtout qu'il y ait des financements de l'État, des régions, des départements pour financer ces expérimentations-là. Parce que là, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et donc, personne en France, en tout cas à ma connaissance, ne cherche des solutions non létales pour les sangliers. Ouais. Pour les avoir observés ici, dans la région où je suis, les gens leur donnent à manger. Mhm. Donc ils sont extrêmement opportunistes, c'est-à-dire que s'ils ont, quelques jardins où aller, et ben, ils y vont, ils restent, ils sont très sédentaires finalement. Ils ont complètement changé aussi leur façon d'être, il me semble. Tout Je à sais pas ce que fait. vous en pensez, mais Oui, oui, tout à fait. Et puis, il y a l'urbanisation massive aussi coupe les voies de transit des sangliers. Donc, ouais. effectivement, ça complique aussi ça complique les choses pour qu'ils puissent partir dans des zones un peu plus excentrées, naturelles. Bien Mmh. on le voit, hein, ils savent traverser les villes, mais c'est sûr que ça complique la donne. Ouais. Mmh mh. La ville de Montpellier est troisième dans le classement des villes les plus investies dans le bien-être animal. Quelle est la position de la ville en ce qui concerne les repas végétariens dans les cantines, les cirques avec les animaux, la stérilisation des chats? Alors, donc, les repas végétariens, ça a été la première mesure sur laquelle j'ai voulu travailler une fois que nous avons été élus. Et donc, en collaboration avec ma collègue élue, Marie Massard, qui est adjointe à l'alimentation. Donc, voilà, on a travaillé avec les services et maintenant, on a rapidement proposé une délibération qui a été voté en conseil municipal. Et donc maintenant, on a une option. Alors quand je dis une option, c'est un repas, hein, un repas végétarien qui est proposé chaque jour dans les cantines scolaires pour que tous les enfants ou les parents des enfants qui veulent voilà, que leurs enfants mangent végétarien puissent le faire tous les jours. Et ça, c'est une grande avancée. Après, on a aussi une option, on a un repas pour tous, cette fois-ci c'est pour tous les enfants, qui est voilà, euh, mis en place dans les cantines une fois par semaine, avec alternance. Alors une fois il est végétarien, une fois il est végétalien. Voilà. Donc ça c'était important. C'est un enjeu de on le sait, hein, les repas, le végétarisme au niveau de la santé, c'est quand même, ça évite hein, des maladies cardiovasculaires. Donc ça amène aussi, Bien sûr, il y a l'éthique aussi pour les animaux. Ça a aussi un impact sur environnement. l'environnement, voilà. Et puis même au niveau social, on peut trouver on va pas développer forcément là, mais il y a aussi des aspects sociaux. Voilà, donc ça, c'était très important. Après, les cirques, alors c'est pareil, on a rapidement voté un vœu, d'ailleurs qui a été voté à l'unanimité du conseil municipal, pour appeler les législateurs à interdire la présence des animaux dans les cirques. Et donc, c'était pas seulement les animaux sauvages, c'était tous les animaux, que ce soit des animaux de ferme, des animaux domestiques ou des animaux sauvages. Et un an plus tard, la loi, fameuse loi là, sur la protection animale est passée, donc qui a prévu et qui prévoit que d'ici 2028, les animaux sauvages seulement, et encore la liste doit être définie par décret qu'on n'a pas encore, soit interdits dans les cirques itinérants. Donc c'est une avancée, mais bon, pour nous, c'est pas assez, mais c'est déjà une avancée. Et nous, donc de toute façon, depuis qu'on a voté ce vœu, on refuse, et depuis le début du mandat, hein, on refuse les demandes d'autorisation d'installation des cirques avec animaux. D'ailleurs, oui, les circassiens nous ont fait deux procès. Un premier procès qu'ils ont perdu, parce ils voulaient en fait faire annuler notre vœu en disant que c'était pas un vœu, que c'était une délibération cachée. Bon, c'est assez technique, mais en gros, si vous voulez, une délibération,
On ne peut pas faire une délibération parce que la loi autorise encore, malheureusement, mais bon, la loi est telle qu'elle est, elle autorise la présence des cirques avec animaux, donc on ne peut pas aller à l'encontre de la loi. Voilà. Et nous, le vœu, c'était pour dire, voilà, pour appeler, lancer un message public, politique fort, pour appeler à ce que la législation change. Et nous, par contre, sur ce qui est terrain public, qui appartient à la commune, on utilise notre droit à la propriété, hein, et donc, on refuse les installations sur les terrains publics. Donc, ils ont perdu ce premier procès, mais maintenant, ils nous en font un deuxième. Donc, voilà, c'est en cours. Et pour la stérilisation des chats, donc, alors, on a mis en place plusieurs actions. Déjà, on a un budget municipal de 20 000 euros qu'on a ouvert aux associations. Et donc, les associations qui, jusqu'à présent, stérilisés sur leurs propres frais, hein, maintenant peuvent utiliser ce budget. Donc, on a mis en place un processus et donc elles peuvent utiliser le budget donc, de la ville pour faire stériliser et c'est la ville qui paye. En plus de ça, donc en plus de ce budget, nous de toute façon on subventionne les associations de protection animale, dont les associations qui s'occupent des chats. Et on installe aussi, on a un marché où on installe des cabanes à chats donc sur les emplacements publics. On ne peut pas le faire sur du privé, mais sur les emplacements publics, on étudie au cas par cas les demandes des associations. Bon, il faut vérifier que ce soit public au niveau du cadastre. Et ensuite, il faut vérifier que bon, là, ça ne va pas gêner le voisinage, parce que des fois, il y a pu avoir des cabanes qui étaient installées à côté de maisons. De balcons, voilà. Ou alors c'est vrai que du coup ça peut générer des odeurs ou quand des fois les chats sauvages se battent, enfin bon, voilà, ça peut générer des désagréments, donc il faut bien étudier les emplacements. Et donc en fonction, oui, on installe les cabanes. Et après, on a aussi un budget au niveau de la ville pour financer les soins des animaux qui sont sans propriétaire. Parce que eux aussi, voilà, ont besoin, parfois sont malades ou sont blessés. Donc, si un habitant de la ville trouve un animal blessé, notamment donc les chats sauvages, donc il peut l'amener chez un vétérinaire. Le vétérinaire, on a contacté tous les vétérinaires, ils sont au courant. Donc, moi, j'avais signé un arrêté en ce sens-là. Et donc, la ville paye à hauteur de 180 euros de manière automatique dans le cadre du budget qu'on a. Et après, si c'est au-delà de 180 euros, c'est étudié au cas par cas. Voilà. D'accord, c'est une belle, une belle démarche. Vous avez tenté de faire interdire la bouvine. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est et où cela en est-il? Oui, alors bon, voilà, on va peut-être expliquer le contexte. Donc la bouvine, déjà, ce sont des jeux et des spectacles taurins du sud de la France, mais contrairement à la corrida, il n'y a pas de mise à mort. Voilà. Pour autant, il y a de grandes souffrances qui sont perpétrées donc, dans notamment les manades. Donc les manades, ce sont les exploitations, les élevages, hein, là où ils sont élevés, les taureaux. Et qui était méconnu. Donc, parmi ces sévices, on va en retrouver trois principaux. Donc, il y a la ferrade. La ferrade, c'est le fait de prendre marqué au fer rouge un animal. Donc, le brûler, c'est une brûlure au 3e degré. Donc, la brûlure doit être suffisamment profonde pour atteindre la racine des poils afin qu'il ne repousse plus. Et ça, c'est pour identifier l'animal. Ensuite, il y a l'escoussure. Alors, l'escoussure, c'est le fait de prendre un couteau et d'aller découper des morceaux d'oreille du taureau et de faire des formes qui permettront que quand le taureau sera dans l'arène, on va reconnaître de quelle manade il provient, de quelle exploitation il provient. Donc ça aussi, c'est une façon de l'identifier. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la loi prévoit seulement de mettre ce qu'on appelle, ce sont des boucles auriculaires. Dans le métier, ils appellent ça des médailles. Et, et en fait, la loi, ça suffit. Donc, ces pratiques qui génèrent de grandes souffrances pour les animaux ne sont pas demandées par la loi, et c'est seulement sous le couvert de la tradition qu'elles sont perpétrées. Ensuite, on a la stérilisation. Donc, la stérilisation, elle se fait par plusieurs méthodes, et elle se fait également souvent à vif. Donc, ils vont soit utiliser une pince qu'on appelle la pince de Bourdiseau. Donc, c'est une grande pince
et ils vont aller au niveau des testicules briser les canaux spermatiques. Ça se fait à vif. Donc, ce sont des souffrances phénoménales parce que c'est plein de nerfs, hein, donc, pour l'animal. Alors, comme à certaines occasions, ça ne fonctionne pas parce que quand c'est mal fait, il reste un testicule fonctionnel, certains ont décidé de faire une ablation totale des testicules, à vif également. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont ouvrir les bourses et ils vont tourner les testicules, les tourner jusqu'à ce que chaque testicule s'arrache. Voilà. Donc on peut imaginer les souffrances horribles des taureaux, hein. Et après, il y a une autre méthode qui est non sanglante, mais qui est très douloureuse aussi parce qu'elle est sur la durée. C'est la méthode aux élastiques. Donc c'est un élastique, mais c'est pas les élastiques alimentaires qu'on connaît. C'est quelque chose de très 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 dur, qui va venir comprimer le haut des testicules pour empêcher l'influx sanguin. Et donc les testicules vont S'assécher, en fait. s'assécher, se nécroser et tomber. Voilà. Et Hmm. donc, ce sont des douleurs parfois sur 7-8 semaines. Donc, nous demandons à ce que les. Alors là, la stérilisation, pourquoi ils la font? Parce que en fait, ils considèrent que s'ils ne stérilisent pas l'animal, l'animal va être trop. Avec peut-être trop d'énergie, trop de vigueur, et va soit blesser les humains dans les arènes, soit ils vont se blesser entre eux dans les champs. Mais on demande, à minima, le minimum, ça serait éthique, ça serait d'endormir les animaux pour les stériliser. Alors ils ne le font pas, pourquoi? Parce que eh bien, ça coûte un peu d'argent. Donc moi j'avais posé la question, on était allé rencontrer des manadiers et je leur ai dit, est-ce que vous pouvez demander à votre veto combien ça coûterait? Et donc c'est le coût, c'était dans les 100 euros, donc c'est la stérilisation d'un chat. Mais enfin, moi je considère que voilà, enfin, quand on a un animal, quand on a un chat, un chien, on ne va pas demander à notre vétérinaire de ne pas l'anesthésier pour faire quelques économies. Donc, ça devrait être pratiqué partout. Voilà, donc on demande à ce que ces vies s'arrêtent. Et puis, il y a eu également, à certaines occasions, des animaux qui ont eu les yeux crevés dans les arènes lors des courses camarguaises, ou des animaux qui sont morts, qui sont décédés suite à des chocs après avoir percuté des poteaux dans les rues, quand les taureaux sont lâchés dans les rues. Voilà, enfin, donc, on demande que des guêtres de protection soient mises en place, des revêtements rembourrés pour protéger les animaux. Voilà, enfin, pour nous, c'est vraiment le minimum. S'ils veulent perpétuer ces pratiques traditionnelles, bon, il n'y a pas de mise à mort, c'est pas comme la corrida, mais au moins qu'ils arrêtent tous ces sévices, qu'ils arrêtent tous ces sévices et de faire souffrir les animaux, parce que ce sont des êtres sentients qui méritent notre considération. Donc, on avait publié une tribune, j'avais rédigé une tribune en fait, qui avait été signée par 50 personnalités politiques, donc de différents partis, des députés européens, des conseillers régionaux, départementaux, municipaux. Elle a été publiée sur Le Monde début janvier. Donc ça a fait grand bruit, il y a eu pas mal de médiatisation. Et voilà, et donc après j'ai publié une pétition sur le site du Sénat. Donc j'invite vos auditeurs à aller la signer. Il faut aller sur le site du Sénat, donc la rubrique où il y a les pétitions, et taper Bouvines, hein, et donc ils la retrouveront. Et parce que si on atteint 100 000 signatures dans les 6 mois, en fait la conférence des présidents des sénateurs est tenue de la traiter. Et ça les obligera à se positionner, en fait, hein. Donc c'est important. Alors, c'est un peu plus lourd qu'une pétition sur des sites classiques parce qu'il faut se connecter avec France Connect. Mais ça permet, enfin, c'est nécessaire au niveau réglementaire pour justifier que c'est bien une même personne qui signe à chaque fois. Et c'est important de le faire parce que voilà, il y a des grandes souffrances au Il niveau y a des un taureaux. impact. Et la deadline pour cette pétition, c'est quand? Vous dites 6 Alors, mois en partie. je crois que c'était jusqu'à mi-juin ou mi-juillet, donc Bientôt. D'accord. Et la course en question dont vous parlez, ça a lieu dans quelle ville encore? alors les courses camarguaises, c'est assez populaire dans le sud de la France, hein, donc dans le sud de la France et sur plusieurs départements. Et donc ça a Mmh. lieu dans les villages. Alors nous, à Montpellier, on n'en a pas, mais par exemple dans les villes et villages de la métropole, il y en a.
Donc, c'est plusieurs activités. Donc, soit ça va être dans des arènes, des courses qu'on appelle les courses camarguaises. Mm. Donc, en fait, c'est une personne qui court après le taureau pour lui attraper des attributs avec un crochet. Donc, soit une cocarde, soit d'autres attributs qui sont ficelés, attachés au taureau. Et après, il va y avoir des lâchers de taureaux dans les rues. Alors, ça s'appelle des abrivados ou des bandidos. Voilà, ce sont des lâchers de taureaux dans les rues où les gens leur courent après. Enfin, bon, voilà, il y a des Ouais. activités. Ouais. Et lors des corridas traditionnelles, avec mise à mort, est-ce que les taureaux sont aussi suppliciés en amont? Parce que j'avais entendu parler de ça, mais c'était presque, alors je sais pas, ils leur mettaient des gros sacs de sable sur le dos pour affaiblir la colonne vertébrale. Vous savez ça? Ah oui, alors moi j'ai entendu, effectivement, alors alors, j'avais monté un dossier, tout un dossier, je m'étais, voilà, sur la bovine, parce que j'avais fait cette pétition. D'ailleurs, j'avais publié une vidéo qui est sur YouTube, où on voit d'ailleurs les images. Après, pour la corrida, donc j'ai pas cherché de preuves d'éléments, mais j'ai entendu effectivement que les taureaux sont affaiblis avant les corridas pour qu'ils soient Aussi. moins, qu'ils soient moins vigoureux et Ouais. ouais. Oui, puisqu'ils le font pour ces courses, et pourquoi pas le faire aussi lors des corridas, quoi? Ça paraît presque La, ouais. Et logique. C'est dans leur. la ferrade se pratique aussi pour les corridas. Ouais. Mmh. Justement, on reste dans le sujet des corridas. Jean-Pierre Ricot, maire de Pérols, une commune avoisinante de Montpellier, souhaite organiser une novilladas, donc corrida qui oppose de jeunes taureaux à de jeunes toréadors. Donc, c'est vraiment un événement sordide. C'est une boucherie même, le 15 juillet. Donc, cela a-t-il des chances de ne pas aboutir? Et est-ce de la provocation par rapport à votre promiscuité avec Montpellier? Ça peut Alors, leur promiscuité. moi, Jean-Pierre Ricot a annoncé que ça fait 1 an qu'il travaille sur ce projet. Donc, c'était bien avant la pétition sur la bovine. D'ailleurs, ça m'a été confirmé après par des associations qui étaient au courant. Donc, je pense pas que ce soit de la provocation. Après, il l'a sorti peut-être maintenant parce que voilà, c'était effectivement c'était dans l'actualité, mais il avait déjà prévu. Donc, est-ce que cela a des chances de ne pas aboutir? Écoutez, on espère que ça n'aboutira pas. En tout cas, nous, on s'est mobilisé au niveau local, hein, avec les associations, notamment le CRAC, la FLAC, le Colbac, le Alliance Éthique. Il y a eu des tractages qui ont été organisés à Pérols. La population est contre, hein, les gens ne sont pas contents à Pérols parce qu'il a fait un peu, il a prévu ça dans son coin, personne n'était au courant. En tout cas, au niveau de sa mairie, ça devait être très réduit. Donc, d'ailleurs, il y a plusieurs manifestations qui sont prévues. Donc, le CRAC prévoit une manifestation le 15 juillet, donc c'est censé être le jour de la corrida. Alors, peut-être que ça va évoluer. Mais voilà, après, il y a le 10 juin. Vous savez, depuis l'année dernière, c'était One Voice et Alliance Éthique qui avaient lancé cette journée c'est la journée contre la corrida. En fait, journée mondiale contre la corrida, donc avec le hashtag Stop Corrida. Donc, a priori, le 10 juin, il y aura un événement aussi sur Pérols. Et après, nous, au niveau du parti animaliste, on envisage également d'organiser une manifestation et on se mobilise avec les associations pour tracter, pour dénoncer ça. En tout cas, je ne sais pas si ça aboutira ou pas, mais s'il la maintient, je pense vraiment et j'espère en tout cas que ça sera la cause de sa non-réélection voilà, aux Mais prochaines au élections. niveau de la loi, en plus, le fait que ce soit, des événements qui ont été arrêtés il y a longtemps, on ne peut pas la remettre, au goût du jour, je crois. Il y a pas quelque chose comme ça? C'est ça, le corrida avait lieu à une époque dans cette ville, mais comme ça a été arrêté, on ne peut pas la réitérer? Alors, il y avait des corridas il y a plusieurs décennies dans cette ville, mais effectivement, ça avait été arrêté depuis longtemps. Et d'ailleurs, les Péroliens voilà, ne le réclament pas, hein, loin de là, au contraire. Mais alors, il y avait déjà eu des procès pour des situations un petit peu similaires et malheureusement, la jurisprudence n'est pas allée dans le sens des associations qui avaient mené ces procès. Mais oui, effectivement, il y a des actions juridiques qui sont en train d'être réfléchies.
Et il y aura probablement des actions juridiques qui seront intentées pour empêcher ça, pour essayer d'empêcher ça. Voilà. D'accord. Et ben, je reviens sur les autres communes en France parce que je trouve que vous êtes quand même assez exemplaire finalement avec tout ce que vous avez mis en place. Est-ce que vous travaillez en symbiose avec d'autres communes qui voudraient justement, que bah, je pense à Nice, par exemple, qui prétendait à une époque être la ville la plus, la plus protectrice. Bon, pour le moment, j'en ai pas trop entendu parler, mais moins que vous, en tout cas. Est-ce que vous avez oui, des contacts avec d'autres villes en France? Parce que finalement, les animaux, enfin, quand on aime les animaux, ça se réduit pas à juste sa commune, c'est le monde entier, quoi. Oui, bien sûr. Alors, moi, j'ai été contacté hein, depuis le début du mandat, depuis qu'on a un petit peu voilà, mis en place des mesures pour les animaux par des élus hein, de différentes communes en France. Donc, voilà, on échange, on se conseille. Après, il y a pas on n'a pas de, comment dire, de relations officielles, institutionnelles, voilà, De groupe de travail, en fait, Euh, je veux dire, on n'a pas des projets forcément communs parce qu'on a chacun son périmètre, mais après, on a quand même des relations, des échanges. Oui, il peut y avoir des groupes de travail. Il y a aussi le CAP, Convergence Animaux Politiques, qui organise des événements régulièrement où il invite les élus. Donc, enfin, ça peut être les élus locaux ou les parlementaires. Moi, j'ai participé à ce type d'événement-là. Après, bon, je connais bien Henri Jean Servat de Nice, qui est un ami, donc avec qui on échange régulièrement. Mais voilà, donc ça, c'est plus informel, on va dire. Mais oui, on a des échanges quand même. Et après, nous, au niveau du Parti animaliste, on a plusieurs élus en France. Hein, donc, on a à peu près une dizaine d'élus. Donc, effectivement, on échange pas mal aussi entre nous, entre élus du parti. ouais. Et vous travaillez avec des associations comme, Fondation Brigitte Bardot ou 30 millions d'amis ou? Oui, oui, on travaille effectivement avec les associations, avec les diverses associations que j'ai pu solliciter pour moi parfois pour avoir des conseils ou par exemple, ça, c'était le cas pour la gestion des cirques parce que moi j'ai beaucoup travaillé avec Code Animal, l'association Code Animal qui a une Mmh. véritable expertise dans le domaine. Enfin, je vais pas, j'ai travaillé avec beaucoup d'associations, l'ASPAS, quand on travaillait sur les mesures sur la chasse. Voilà, enfin, je vais pas commencer à citer parce que sinon après je vais en Vous en oublier, et on va oubliez? m'en vouloir. Donc, mais après nous aussi on organise une journée qu'on appelle Cœur Animal tous les ans sur Montpellier. Donc là cette année ça sera le 22 avril. On l'a pas encore communiqué parce qu'on est en train de finaliser le programme, mais voilà, et donc on a on organise en fait une journée. Donc il y a des stands, on donne des stands aux associations. Alors c'est plus les associations locales, hein, mais on a des antennes de l'association nationale qui sont au niveau local. On leur donne des stands pour se faire connaître, trouver des bénévoles, des donateurs. Après on a un Mmh. chapiteau où on organise des conférences. Donc, ça peut être des chercheurs, ça peut être des associations, ça peut être aussi des auteurs. Donc, tout ça en lien avec la question animale. On a des événements artistiques, donc il y a des peintres qui viennent exposer. Il y a eu Crazière qui a fait ses concerts à chaque fois. Donc, Mmh. voilà, là, cette année, on devrait avoir un peintre qui va faire une peinture en live voilà, pendant la journée. Donc, toujours tout ça en lien avec les animaux. Et Mmh. on a même des ateliers de cuisine végétale pour apprendre aux gens à remplacer tout ce qui est produits d'origine animale par des produits végétaux et se faire des très bons plats. Voilà. Donc on travaille avec les associations. Ouais. Ouais. Et à Montpellier ou aux alentours, est-ce qu'il y a des centres de soins de faune sauvage? Parce que plus ça va, plus on peut trouver justement un marcassin sur la route ou puisque les chasseurs ont beau dire qu'ils ne tuent pas les mères, c'est le cas très régulièrement, ou des animaux blessés. Est-ce que ce serait utile, que les gens sachent? Alors oui, donc aux alentours de Montpellier, il y en a deux. Donc il y a le centre de la LPO à Villevirac et il y a l'hôpital de la faune sauvage de Goupil Connexion à La Mmh. Roque. Donc les deux sont à peu près à 45 minutes
de Montpellier, donc ça fait 1 heure et demie. Et c'est vrai que nous, alors on est aussi en train de créer notre propre hôpital pour les animaux sauvages. D'accord. Euh, donc c'est un projet moi sur lequel je travaille depuis 2018 avec Goupil Connexion, alors, c'est-à-dire avant que je sois élu. On Mhm. avait rencontré les personnalités, les personnes élues hein, de l'époque pour essayer de le faire financer, mais bon, ça n'avait pas forcément abouti. Donc, quand on s'est présenté, moi, je l'avais prévu au programme. Et donc voilà, on a été élu, donc c'est une chance, on va pouvoir le mettre en place. Donc, moi, j'y travaille régulièrement là avec les associations, donc notamment Goupil et la LPO, avec les services de la ville. Là, on a identifié l'emplacement. Ce serait dans l'espace du Grand Lunaret. Et donc, on est en train de travailler. Là, on a sélectionné une assistance à maîtrise d'ouvrage pour un petit peu voir l'organisation, parce que ça va être une nouveauté, parce que normalement, ce sont des structures associatives. Et là, ça sera financé par la collectivité, en fait. Donc, c'est un peu une première, hein. En tout cas, je n'ai pas eu connaissance de centres de soins pour les animaux sauvages financés par les collectivités. Mhm. Je veux dire, hormis des subventions Oui, qui oui, bien peuvent sûr, être des données aides. voilà, pour essayer de un petit peu aider ces centres, ce qu'on faisait déjà hein, auprès de la LPO de Goupil. Mais vraiment, là, je veux dire, construit. Et voilà, donc là, c'est une première, donc on est en train de le prévoir. Et après, on va réfléchir aussi au mode de gestion. Est-ce qu'il va y avoir une gestion totalement publique? Est-ce que ça va être une gestion qu'on va ensuite passer aux associations les finançant, ou est-ce que ça va être un mix des deux? Donc il faut voir, on est en train d'étudier tout ça. C'est pour ça qu'on a pris une assistance à maîtrise d'ouvrage qui est en train de travailler. Et puis l'objectif, c'est que ce soit ouvert d'ici la fin du mandat. C'est important parce que, en fait, les centres qui existent, voilà, il faut faire 1 heure et demie. Tout le monde n'a pas forcément la motivation, il faut le dire, hein, de faire 1 heure et demie pour amener un animal blessé. Et même si certains l'ont, voilà, il faut avoir une voiture, il faut avoir le temps, ça coûte un peu d'argent. Donc c'était important d'avoir un centre un petit peu comme ça en milieu urbain pour qu'il soit accessible et qui permette de sauver voilà, des animaux. C'est important. Ouais. Bien sûr. Mais alors donc, comme vous êtes très investi dans la protection animale, bah, je vais vous poser une petite question piège à ce niveau-là, c'est que il y a certaines espèces qu'on peut pas, que les centres de soins ne peuvent officiellement pas soigner. Et j'ai appris récemment, alors bon, les sangliers, ils peuvent les soigner, mais voilà, je pense que c'est pas, doit y avoir, ils jonglent un peu avec les lois puisque c'est catégorisé comme nuisible. Mais il y a les oies sauvages où là, c'est carrément, complètement exclu. C'est-à-dire que si un centre de soins reçoit une oie sauvage, ils ont un autre statut, et même blessés, ils sont obligés de l'euthanasier. Enfin, ils n'ont pas le droit de la soigner. Donc quel est votre avis là-dessus? Alors, effectivement, il y a des législations qui empêchent de soigner certains types d'animaux. Donc, ce sont les animaux exotiques, ce qu'on appelle les animaux exotiques. Exotiques, alors j'oublie un terme, mais en fait, c'est les animaux qui sont exotiques, donc qui ne sont pas de nos contrées et qui se reproduisent massivement. Donc, la législation prévoit qu'on ne puisse pas les soigner. Et même, normalement, on ne peut même pas les déplacer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'animal est capturé, normalement, il doit être euthanasié. Donc, moi, je suis choqué de cette législation qui, est, qui distingue les animaux. Tel animal, il faut le tuer, tel animal, on peut le soigner. Je trouve que c'est pas normal, il faut la dénoncer. Après, les collectivités ont besoin d'agréments d'ouverture qui sont donnés par la préfecture et donc sont soumises à la législation. Donc, moi, on a eu une réunion justement à ce sujet avec les services de l'État il n'y a pas très longtemps, il y a 1 ou 2 semaines. Euh, donc, c'est-à-dire que si les collectivités ne jouent pas le jeu, ou même les centres de soins classiques, hein, s'ils ne jouent pas le jeu, enfin, s'ils ne respectent pas la législation, la préfecture peut leur demander de fermer, leur Fermé. imposer la fermeture. Donc, moi, ce que j'envisage de faire, c'est que je communiquerai massivement avec un grand encart, panneau à l'entrée et puis sur les, le site internet pour informer les gens que s'ils amènent ces animaux-là, malheureusement, la loi obligera à les euthanasier. Comme ça, les gens,
en espérant que les gens trouvent d'autres solutions pour les faire soigner. Mais effectivement, les centres de soins risquent la fermeture s'ils ne respectent pas la législation. Donc je pense qu'il faut informer les habitants, parce qu'il y a des gens, moi le premier, qui n'auraient pas envie que l'animal que je trouve, je l'amène quelque part pour qu'il soit euthanasié. Donc voilà. Après, les gens réfléchiront à ce qu'ils souhaitent faire pour trouver des solutions, d'autres solutions. Oui. Oui, parce qu'il faudra peut-être jongler avec la loi, parce qu'il y a des vétérinaires qui sont spécialistes faune sauvage et qui sont peut-être pas, qui ont peut-être pas l'obligation de les euthanasier, mais peuvent, soigner tous les animaux finalement, puisqu'ils sont indépendants. Alors la loi normalement les oblige à les euthanasier. Après un vétérinaire, il me semble que le vétérinaire a un droit de conscience et n'est pas obligé d'euthanasier un animal. Maintenant, je pense que s'il le soigne, il y a quand même un petit risque pour lui. Mais voilà. Mais bon, après Oui, chacun est libre et responsable de ses, de ses, de ses activités et la loi est mal faite. Et effectivement, à un moment donné, il faut la dénoncer. Voilà, il faut la dénoncer et c'est ce qu'on fait en tout cas. bien sûr. Donc quel serait votre souhait le plus cher alors durant cette, aventure municipale? En l'occurrence le centre de soins peut-être, Oui, devrait alors aboutir? c'est vrai que c'est un beau projet sur lequel je suis investi déjà depuis 2018. Donc voilà, c'est un projet que j'ai hâte de voir aboutir d'ici la fin du mandat. Après, pour moi, ils sont tous importants dans le sens où, disons que mon objectif vraiment, c'est de sauver le maximum d'animaux et qu'il y ait le moins de souffrance possible dans les interactions animaux-humains. Donc voilà, il y a des projets, il y a des mesures comme celles que je viens de vous expliquer, mais c'est aussi, je suis aussi beaucoup pris par des cas qu'on médiatise pas forcément, dont on parle pas forcément, mais des sauvetages tout simplement d'animaux, des animaux qu'on trouve dans la rue, qu'on récupère, qui ont été maltraités, et qu'il faut trouver des lieux justement pour les placer, des lieux qui soient sûrs. Par exemple, on avait récupéré 3 cochons. La législation est très très contraignante pour les cochons. En fait, il faut leur faire passer tout un tas de tests. Il faut avoir des barrières là où ils vont être installés qui empêchent le contact avec des potentiels sangliers qui se transmettent des maladies. Enfin, c'est très très lourd. Et donc, j'ai eu beaucoup de mal à trouver un centre, un endroit où les placer, qui puisse gérer toutes ces problématiques-là. Donc après, j'avais des opportunités de les placer, mais c'était dans des endroits où je n'étais pas certain de leur devenir, donc j'ai préféré attendre. Et bon, là, je suis sûr, la personne qui les a est végane, donc je sais qu'ils ils vont pas finir sur une broche. Donc C'est pas Groin-Groin? Non, c'est pas chez non, Groin-Groin? je Il les y ai avait pas de place? contactés. Je les ai Ouais. contactés, mais il n'y avait pas de place parce que justement, c'est Mmh. très compliqué et quand il y Ouais. a des centres, ils sont déjà surchargés. Donc non, non, c'était un centre au niveau local. Mais voilà, donc ça prend aussi beaucoup de temps. Non. Mais voilà, pour moi, il n'y a pas de, disons que mon objectif, c'est vraiment qu'on arrive à sauver le maximum d'animaux et leur éviter le maximum de souffrance. Voilà. J'ai pas, c'est ça, c'est un objectif général, si vous voulez, plutôt qu'un projet en particulier. Mmh. Qu'on les respecte plus quoi. Parce qu'il y a le grand drame aussi des chiens de chasse Ouais, tout à qui fait. sont, qui vivent vraiment une vie, misérable. Mais, et pareil, il y a pas vraiment de loi. Après on pourrait les élevages aussi, hein, finalement en France, sont pas du tout, observés, n'ont pas grand-chose à rendre, n'ont pas de compte à rendre. Il peut y avoir des élevages, parce qu'on parle souvent des élevages finalement, dans les pays de l'Est qui sont terribles, mais il y en a aussi en France, ce genre d'élevage donc c'est difficile, oui, c'est quand même c'est très exploité en fait, hein, l'animal, je crois que c'est l'être le plus exploité qui soit donc c'est compliqué d'être sur tous les fronts. Oui, oui, non, mais ça, c'est sûr que les chiens de chasse et puis bon, même les élevages en général, moi j'ai entendu, depuis que je suis élu, voilà, je suis beaucoup en contact avec les associations de protection animale, notamment la SPA, et je découvre des situations
terribles, hein, en fait, hein, soit d'élevage ou de conditions de détention des animaux, des souffrances terribles. C'est un long combat, on va dire. C'est bien qu'on ça fait plusieurs générations de militants qui manifestent. Là, on commence à investir le champ politique et c'est bien parce qu'on peut agir, on voit qu'on Bien peut sûr. agir. Mmh. Après, il y a tellement à faire et c'est tellement ancré dans la société, cette exploitation des animaux, que ça sera une des avancées sociétales, je pense, les plus complexes, les plus difficiles et les plus longues à faire aboutir. Mais il faut pas se démobiliser, il faut pas désespérer. Il faut simplement être conscient que ça va être long et que ça se fera sur plusieurs générations. Mais il faut bien qu'on continue parce que si on ne le fait pas, ça ne peut pas avancer. Donc, effectivement, c'est assez des fois désespérant quand on voit des souffrances et qui sont encore légales en plus, hein, la plupart du temps. Euh, mais c'est assez démotivant aussi, mais il faut continuer quand même. Il faut continuer Mmh. quand même. Et je pense que ça ira dans le bon sens, mais ça va être très long et voilà, c'est petit à petit qu'on y arrivera à faire changer les choses. Ouais. On va rester sur cette note d'espoir parce que c'est vrai que depuis 20 ans, il y a beaucoup d'avancées en fait, de changements. Bah, merci beaucoup en tout cas et puis, croisons les doigts pour que ce projet de faune sauvage aboutisse enfin et à bientôt. Ben, merci à vous et bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.